sont les métiers de l'IA et de la donnée en Normandie. Donc, c'est un webinaire qui vous est proposé par l'Agence de l'orientation et des métiers, bien sûr, dans le cadre de ces missions d'outillage des acteurs de l'orientation et de la formation pro. Mais évidemment, on a mobilisé nos partenaires et les acteurs de la filière pour vous présenter ce webinaire. Avant de les présenter, je vais peut-être juste très rapidement vous donner les objectifs qu'on s'est fixés pour ce webinaire, qui sont en fait de vous informer, bien sûr, et puis de vous outiller. Donc, on va vous mettre en lien et vous proposer un certain nombre de ressources sur le sujet. On va vous renvoyer vers des études. Certaines études vont vous être également présentées. Sachez que le contenu de ce webinaire, donc comme il est enregistré, vous sera envoyé en replay et le support vous sera envoyé également. Donc, vous aurez toutes les ressources à disposition une fois que le webinaire sera terminé. Maintenant que j'ai dit cela, je vais vous présenter les invités qui ont bien voulu contribuer à ce webinaire et je les en remercie. Avec nous aujourd'hui, Alexandra Bricou. Bonjour. Bonjour. Donc Alexandra, vous intervenez en tant que déléguée régionale de Numéum Normandie, c'est ça? C'est ça, exactement. Merci. Avec nous également Élise Dehaye. Bonjour. Donc Élise, vous intervenez au nom du Carrefour F de Normandie en tant que chargée de projet. Tout à fait. Merci. Merci Élise. Également avec nous Thibaut Jacquel. Bonjour. Bonjour Thibaut, vous intervenez pour Normandie Numérique. Ensuite, nous avons, alors vous allez voir, moi je vais intervenir pour le Data Lab normand parce qu'ils n'ont pas pu être présents, mais ils nous ont poussé des ressources et notamment une cartographie des formations qui contiennent des modules d'IA, donc c'est important et on va pouvoir vous la présenter. Et ensuite, on va avoir des témoignages, notamment de Marc Fromentin sur le volet formation. Bonjour Marc. Bonjour. Donc Marc donnera des exemples de formation en Normandie et puis surtout il nous parlera du projet Normantia. Pas encore avec nous, mais qui va nous rejoindre, Gunther Bunel, qui est référent IA chez Numéum Normandie, qui travaille aussi chez Pixel. Vous allez voir, on a aussi Capucine de chez Pixel Compétences. Bonjour Capucine. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Et puis on aura enfin Mathilde Petovari pour Sciences Action Normandie. Bonjour Mathilde. Bonjour à tous. Qui va notamment nous parler de la merveilleuse expo qui est située à l'Atrium à Rouen. Eh ben, un grand merci à tous. Pour commencer, moi, je m'étais posé une question un peu de novice et je me suis dit que ça pouvait être intéressant peut-être pour certains d'entre vous qui ont le même niveau de connaissance que moi sur l'IA et la donnée, c'est-à-dire niveau débutant, on va dire. Pourquoi rassembler dans un même webinaire l'IA et la donnée? Alors, si je l'explique très simplement, sans IA, le volume, le flux, la masse de données qui sont produits par les nouvelles technologies, par les réseaux sociaux, les objets connectés, nos mobiles, cette masse de données, elle serait difficile à exploiter sans IA, parce que l'IA permet un traitement automatisé de cette masse de données. Et inversement, sans données, l'IA n'aurait pas de carburant. En fait, le carburant de l'IA, c'est bien la donnée, c'est sa matière première. Et donc, c'est pour ça qu'on a rassemblé les deux dans un même webinaire, hein. Sans données, l'IA est inefficace. Sans IA, les données restent inexploitables. C'est un peu caricatural, mais je pense qu'on peut partir sur cette base-là pour vous expliquer comment on a voulu travailler. Alors moi, je vais tout de suite donner la parole à Alexandra Bricou. Tu vas nous expliquer, Alexandra, on parle d'explosion de l'IA. Qu'en est-il vraiment? Est-ce qu'on est vraiment là-dessus? Allez, bonjour à tous. Alors, première chose, avant de rentrer dans les explications de ce slide, il manque une troisième brique à ce qu'Alexandra a présenté, c'est l'humain. Parce que l'IA sans data, il n'y a rien, mais l'IA sans humain, il ne se passe pas grand-chose. On parle beaucoup d'agents IA, mais il faut de l'humain pour l'entraîner, pour le sécuriser, pour que vous puissiez l'utiliser. Donc, je ne suis pas du tout pour les gens qui ont... Enfin, je ne suis pas partie du groupe des gens qui ont peur de l'IA en disant que ça va tuer tous les métiers. Bien au contraire, ça va en développer des nouveaux. Voilà, donc pour moi, c'était la troisième brique pour remettre l'humain au milieu de ce message-là et puis un peu calmer les peurs de tout le monde. Alors, concernant ce slide, on vous a posé des chiffres qui nous semblaient intéressants et positifs. Vous avez tous vu dans vos organisations, et à mon avis aussi à titre personnel, que l'utilisation de l'IA a transformé nos usages en termes de productivité, tant au travail que pour planifier ses voyages, par exemple. Et donc, on voulait mettre en avant des choses concrètes qui sont l'objet d'une étude pour que vous puissiez, voilà, au moins en finalisant cette visio, dire on a retenu ces chiffres-là.
Alors aujourd'hui, 64% des entreprises disent utiliser l'IA. Et on va parler des métiers liés à l'IA derrière. Je rajouterais même une chose, c'est qu'à 3 ans, les entreprises sondées disent que, enfin, 99% disent qu'elles l'utiliseront l'IA. Donc on est parti, le TGV est en route. Donc il y a deux façons de faire aujourd'hui, soit on monte dedans, soit on le prend en pleine tête, mais on ne gagnera pas pour le coup. Et donc pour le coup, les entreprises, on voit bien la tendance, elles embarquent dans ce TGV pour utiliser ce nouvel outil. Alors il y a des intérêts pour le coup, et on va y revenir après, pourquoi elles les utilisent, gain de temps, gain de productivité, économie d'échelle, etc. En tous les cas, si au-delà des 3 chiffres qui sont posés, ce qu'on peut retenir, c'est que l'IA va agir à 3 niveaux aujourd'hui. C'est que, et c'est pas un scoop, l'IA a commencé et va continuer de transformer les activités existantes, les métiers, mais aussi les activités des entreprises. Ça va engendrer évidemment une évolution des compétences attendues, et on va y revenir. Vous verrez qu'il y a les métiers techniques de l'IA, mais il y a tout ce qui va autour aussi, qu'il va falloir développer. On n'est vraiment plus dans le mythe du métier numérique qui tourne autour du geek, mais alors plus du tout. Et donc, évidemment, fatalement, ça crée des métiers, oui, ça en crée, et ça en recompose d'autres. Voilà. Donc, si on veut garder un message positif de ce premier slide, c'est que à très court terme, à 3 ans, 99%, pour ne pas dire 100% des entreprises utiliseront l'IA. Alors, faire des prompts pour faire un courrier rapidement, mais c'est surtout qu'elle va s'équiper de toute une population technique qui va vous permettre de faire tourner cet outil. Voilà. Et on peut déjà dire, alors c'est pas écrit, mais on peut le dire, 28% des entreprises aujourd'hui, elles ont créé des postes spécifiquement liés à l'IA. 28%, c'est énorme quand on sait qu'il y a 2 ans, on n'en parlait pas beaucoup. Et on a aussi un autre chiffre, c'est que 21% des entreprises ont déjà augmenté leur effectif sur certains métiers IT suite à l'IA. Donc, c'est des messages ultra positifs et qui devraient normalement faire taire les croyances comme quoi ça va stopper tous les métiers. Voilà. Alors, on peut passer au slide suivant, Alex. Ah bah voilà, c'est déjà fait. La reconfiguration des métiers. Alors oui, on vous disait, si je prends une image, parce que en 2000, j'étais déjà grande, j'ai un peu la sensation que la peur de l'IA aujourd'hui, des métiers de l'IA, je retrouve un peu les mêmes symptômes qu'en 2000, quand il y a eu l'arrivée d'Internet et que le monde allait s'écrouler et que Terminator allait prendre le pouvoir. Et tout le monde a eu peur d'Internet parce qu'on n'allait plus utiliser tout l'univers. Et 26 ans, 25, 26, 27 ans après, c'est un outil aujourd'hui dont on ne sait plus se passer. Il a transformé les métiers, mais qu'est-ce qu'on a gagné comme temps et comme efficacité? J'aurais donc tendance à dire qu'on vit la même chose 25 ans après avec l'IA. Et je suis ouverte à toute contradiction. Mais en tous les cas, de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un outil et donc des hommes derrière qui vont vous permettre d'automatiser un certain nombre de tâches particulièrement pénibles. On voit que dans les métiers du développement aussi, ça fait énormément évoluer ces métiers-là. Alors non, le métier de développeur n'est pas mort. En effet, par contre, en revanche, on ne va pas se mentir, il n'y aura plus de place pour les développeurs moyens, puisque tout ce qui est automatisation de base va être remplacé par l'IA, c'est vrai. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, dans des métiers de développement, par exemple, on va aller plus vite. Ce temps perdu, alors c'est jamais perdu, mais à coder, s'il est automatisé, le développeur va faire des choses peut-être intellectuellement plus avancées. Donc en effet, on est sur une montée en gamme du coup de ces métiers-là avec une automatisation du reste. Mais c'est pareil pour tous les autres métiers. Dans l'administration réseau, c'est pareil. Et dans la cybersécurité, c'est pareil. Tout à l'heure, on a dit data, IA, humain. Allez, je vais même rajouter une 4e brique où les métiers vont finir par se confondre. C'est IA et cybersécurité maintenant. Parce qu'aujourd'hui, on connaît les limites d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est qu'on va pouvoir y rentrer tout et n'importe quoi. Et donc, fatalement, il y a de la cyber qui arrive par ici. Et les deux métiers vont vraiment désormais s'entrelacer parce qu'il ne pourra plus y avoir d'IA sans protection de données et dans le sens inverse également. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'IA va créer des nouveaux métiers. Pour entraîner ces agents que vous utilisez, il y a des nouveaux métiers qui se créent et on va y revenir. Mais il agit aussi sur tous les autres métiers du numérique. Et pas que, mais là, on est dans le numérique, donc on va parler surtout de ça. Donc, ça doit rester quelque chose d'hyper positif puisque ça fait gagner du temps sur les tâches à faible valeur ajoutée et ça va permettre d'élever les profils sur d'autres choses que la technique. Alors après, là, je parlais des métiers du numérique, mais si on parle hors numérique, vous imaginez bien que l'IA, par exemple, dans la santé, va révolutionner les choses puisque
Je suis allée, moi, l'autre jour chez mon médecin et j'ai été bluffée de voir que dans la salle d'attente, il y a un papier qui écrit que, en fait, l'IA va faire ses comptes rendus de nos visites, de nos rendez-vous médicaux. Typiquement, le médecin va pouvoir davantage se concentrer sur le geste pratique plutôt que sur le rédactionnel. Dans l'industrie, c'est pareil, ça va permettre d'optimiser un certain nombre de chaînes de production, favoriser l'innovation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une montée en gamme de l'intérêt de ces métiers-là aussi pour toutes les populations sur chaîne de production. On peut le prendre sans limite sur l'ensemble des métiers. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça va modifier les métiers, mais ça va permettre de faire des métiers plus intéressants aussi. Donc, de monter le niveau, ce qui peut être intéressant pour tout le monde. Alex, est-ce que tu nous mets la suivante? Et c'est toi qui parles. Oui, je nous mets la suivante et je te demanderai de la commenter. En fait, là, j'ai extrait des données qui viennent d'une étude Atlas qui s'appelle Études sur les métiers en tension, les métiers émergents et en forte transformation sur le périmètre Atlas. Donc, dans le périmètre Atlas, il y a les métiers du numérique et de l'ingénierie. Donc, effectivement, vous allez retrouver un certain nombre de métiers qu'on va évoquer par ailleurs dans ce webinaire. Là, on est au niveau national. Et si on regarde, j'ai surligné en rouge, entre 2017 et 2024, un bond de plus de 1800% des offres sur le métier de data engineer, par exemple. Donc, c'est une explosion. Machine learning engineer également, on est à plus de 350% de hausse. Par contre, si on regarde les volumes, on reste sur des petits volumes. Et je vais juste illustrer également avec la seconde slide qui fait un focus sur la Normandie. Cette slide-ci, vous voyez, on voit que sur les 637 offres d'emploi en 2024 de data engineer, en Normandie, ça représente moins d'1% des offres. Donc, ce qui voudrait dire que finalement, il y a effectivement des métiers en émergence, mais qu'on reste sur des petits flux, des petits volumes. Une fois que ceci est dit, Alexandra, je veux bien que tu commentes et que tu viennes nuancer, s'il te plaît. Oui, avec plaisir. En effet, de la donnée brute comme ça pourrait vous dire, finalement... J'ai oublié de... Il y a quelqu'un qui parle. Oui, si vous voulez bien couper Ferme vos le micros, micro. merci. Oui, quand on voit les données brutes comme ça, on pourrait se dire, finalement, ça ne crée pas beaucoup de métiers. Attention, ce sont que les entreprises du champ Atlas, donc notamment les entreprises du numérique, l'Atlas, mais il y a 10 autres co en plus d'Atlas. Et pour illustrer, j'ai envie de dire que moi, dans le cadre, ma fonction Numéum avec laquelle je parle aujourd'hui, mais je dirige aussi une école, la moitié de mes contrats en alternance aujourd'hui partent sur les métiers de la data. Là où c'était 100% avant sur du dev. Donc ça, déjà, c'est pour relativiser ces chiffres qui pourraient paraître faibles. Et après, évidemment, à côté de l'EPR qui se crée en Normandie, évidemment, ça crée moins de milliers d'emplois. Mais encore une fois, ça ne touche pas que les entreprises du numérique. Donc là, ces chiffres-là, ils sont uniquement limités aux entreprises du numérique. Chez Total, il y a beaucoup d'IA. Chez Renault, il y a beaucoup d'IA. Je prends des grandes marques connues, mais ça parle à tout le monde. Donc c'est vraiment relativisé. Ces chiffres sont beaucoup plus gros que ça. Et après, encore une fois, dans un service informatique, le nombre de personnes qui bossent dans un service en informatique, il est toujours évidemment inférieur à l'effectif total d'une entreprise. Ça n'empêche que tout le monde va quand même toucher à ça. Donc ça, c'est quand même à relativiser, mais il faut quand même garder en tête l'explosion de la demande. Enfin, encore une fois, il y a 3 ans, on n'en parlait pas. Donc, et je rappelle que en Normandie, la moyenne, c'est qu'on arrive toujours 3 ans après Paris, puisque tout se lance toujours souvent au niveau de la capitale. Donc, ça va s'intensifier dans les 3 ans à venir. Donc, la tendance, elle est là, les métiers, ils sont là, ils sont porteurs, et ça doit être pris comme du positif, à mon sens. Merci beaucoup d'être venu nuancer ces chiffres. Est-ce qu'on est prêt en termes de formation, Alexandra? Parce que s'il y a cette explosion qui arrive et si ces métiers sont porteurs, est-ce qu'on est prêt à y envoyer nos jeunes et nos moins jeunes? Alors, je vais prendre la casquette optimiste. On connaît en France le délicat sujet de l'orientation et de la mise à jour de nos compétences au regard de la vitesse d'évolution de nos technos, et je vous laisserai mettre de votre avis. Aujourd'hui, en France, il y a 1200 formations qui sont orientées en IA, surtout du bac plus 5. Clairement, 62% de ces formations, c'est du bac plus 5. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est qu'on est quand même sur des niveaux élevés de compétences de type cadre et ingénieur. Donc, ça, c'est une chose. Donc, oui, des formations, il y en a. Alors après, à nuancer, parce que, comme toute activité, il y a du bien, il y a du moins bien. Et donc, tout votre job va être de détecter les bonnes formations.
mais on est là pour vous aider. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une faible intégration de l'IA dans les formations non techniques. Et ça, pour moi, c'est un véritable drame. Alors, quand je vous dis 1200 formations dans l'IA, sur les métiers techniques des services informatiques, OK. Mais sur les formations non techniques, c'est-à-dire toutes les nôtres, toutes les vôtres, il y a une faible intégration de l'IA, et ça, je pense que c'est dramatique, puisque non, l'IA ne vous remplacera pas, mais en revanche, quelqu'un qui maîtrise mieux l'IA que vous risque de vous remplacer demain. Et ça, c'est un fait. Voilà, donc parce que c'est une techno qu'il faut savoir utiliser, au même titre qu'il faut savoir utiliser la messagerie professionnelle, etc., etc. Donc, en fait, là où c'est dramatique, c'est qu'on n'embarque pas assez les jeunes et les moins jeunes et les formations reconversion avec déjà cette notion, parce que on est des fois un peu loin à la détente en France sur tous ces sujets-là, là où d'autres pays non européens ont largement pris le pas. Donc, j'ai envie de vous dire que quelque formation que vous orientiez demain auprès de vos jeunes et moins jeunes, gardez toujours en tête que s'il y avait une brique IA dedans, ça serait bien. J'ai une autre drôlerie, alors qui est un peu écartée, mais je voulais quand même la raconter parce que c'est une stat qui est un peu flagrante. Pour tous les jeunes que vous côtoyez, on a 90% des lycéens aujourd'hui qui déclarent utiliser l'IA. Je pense que les 10 derniers pourcents mentent. En revanche, un chiffre complètement lunaire, c'est que derrière ça, l'autre statistique, c'est que 65% des enseignants n'utilisent pas l'IA. Et là, on se dit, bah voilà, nouveau choc de culture. Donc, autant dans différents métiers du numérique, on a eu un choc de culture ces dernières années en n'embarquant pas assez de jeunes et de femmes et de filles dans les métiers du numérique, autant là, il serait peut-être temps de prendre rapidement la portée de la chose, parce qu'on a aujourd'hui une population qui forme, qui majoritairement disent qu'elle n'utilise pas l'IA, alors que ceux formés l'utilisent largement. Donc, on voit déjà qu'on risque de créer un décalage, et là, on ne parle pas des seniors, qui est le beau schéma que vous voyez, qui n'ont jamais été formés là-dessus. Donc, la réponse, est-ce qu'on est prêt, oui ou non? Je n'ai pas envie de dire non. Il faut être mesuré, il y a des choses qui existent. Maintenant, charge à ceux qui orientent de s'en emparer très rapidement pour ne pas former des gens à des technologies déjà obsolètes, en fait. Et puis effectivement, pour compléter, pour ne pas former que au volet technique, parce que tu l'évoquais, il y a tout le volet humain et le volet analyse critique et la capacité à prendre du recul et à utiliser l'IA en gardant voilà, son intelligence humaine qui est très important. Et on voit que ça, c'est vraiment ce qui pêche aussi pour l'instant. Exactement. Une chose importante à vous tous ici, je rajouterai la couche distancielle là-dessus. Les recruteurs d'entreprise ne veulent plus de gens qui sont en distanciel. Je le pose là comme ça et vous en ferez ce que vous voulez, mais ça, c'est la réalité du terrain. Du distanciel, ça a bien été pendant le Covid parce que ça plaisait bien à tout le monde. Aujourd'hui, avec l'IA, on a besoin de gens qui vont être capables d'expliquer, de prendre de la hauteur. Je vous l'ai dit, hein, toutes ces compétences-là, elles vont se développer et c'est pas derrière un écran avec la caméra coupée que ça fonctionne. Il y a de plus en plus de recruteurs qui veulent revenir à des gens qui sont formés en présentiel, parce que la part de la techno, c'est bien. Mais on l'a dit tout à l'heure, l'ère du full technique, c'est fini. Et là, on est vraiment passé à une ère de savoir expliquer, savoir en parler avec des mots du langage courant. Et ça, on l'apprend davantage en formation avec des groupes, avec des gens, avec des vrais gens, plutôt qu'en distanciel. Donc ça, c'est vraiment à prendre aussi en compte que ça va développer encore cette partie-là sur les métiers numériques. Merci Alexandra. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Alexandra, soit à main levée, soit dans le chat? Surtout, vous n'hésitez pas. Si elles vous viennent plus tard, Alexandra se fera un plaisir d'y répondre, notamment via le chat. Et s'il n'y a pas de questions, eh bien moi je vais continuer. On va commencer à faire un focus vraiment là sur la Normandie. Alors, il y a beaucoup de choses sur cette slide. Je vais juste vous donner deux, trois infos. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, il y a des tensions de recrutement, il y a des besoins forts en Normandie, notamment, vous le voyez, hein, sur les recrutements de techniciens. Donc ça, Élise va vous en parler assez longuement. Ça fait partie, effectivement, des métiers sur lesquels il y a le plus de besoins. On voit que là, c'est à nouveau issu de l'étude d'Atlas, hein, sur les métiers les plus en tension. On retrouve quand même les spécialistes de base de données, hein, avec un taux de tension de 58%. À nouveau, pas avec des volumes énormes, mais il y a quand même bien d'identifier ces métiers-là en tension, le spécialiste des systèmes d'information également. Élise, je vais te donner la parole pour que tu puisses nous faire un focus. On va voir que là, on parle de métiers spécialisés dans l'IA et la donnée, hein, spécialiste de base de données, il est vraiment spécialisé. Toi, tu vas nous parler de deux métiers qui sont un peu plus transverses au numérique et qui sont des métiers qui sont en tension et avec des gros volumes. Pour le coup, il y a vraiment des gros besoins. Je te laisse nous expliquer tout ça. Et je prends la main sur le partage Merci. également.
Hop, bien. Donc moi, oui, je vais vous donner des chiffres et je ne vais pas vous donner des chiffres sur des métiers très précis. Moi, je vais vous donner des chiffres sur les grandes familles de métiers dans lesquels on va retrouver tous les métiers concernant la donnée et l'IA. Alors, les métiers liés à la donnée et à l'intelligence artificielle appartiennent à la famille d'activités professionnelles informatiques et télécommunications et font partie des professions évidemment en expansion. Si on regarde plus concrètement en Normandie, on peut distinguer deux familles professionnelles clés, les ingénieurs informatiques et les techniciens de l'informatique. Alors, côté chiffres de l'emploi. Alors, petite précision importante, hein, les données sur les actifs en emploi datent de 2021, hein, car la nomenclature des métiers a été révisée et cette nouvelle classification n'est pas encore intégrée dans le recensement le plus récent, à savoir 2022. Je reviens à nos chiffres. Si on commence par une vue d'ensemble, on observe que les ingénieurs et les techniciens informatiques sont présents en nombre équivalent en Normandie, avec un peu plus de 6200 actifs chacun, soit 0,5% de l'emploi régional. Dans les deux cas, ce sont des métiers encore très masculins, hein. On est à environ 80% d'hommes et entre 17 et 18% de femmes. Cependant, il y a une dynamique intéressante, hein. La part des femmes progresse davantage chez les ingénieurs, soit à 4,3 points, que chez les techniciens, où là, on est à 1,2 points d'évolution. Sur l'âge, on est sur des profils assez proches, mais avec une nuance. Les ingénieurs sont légèrement plus âgés, avec un âge moyen qui tourne autour de 39,8 ans. Et les techniciens sont un peu plus jeunes, autour de 38,2 ans. Dans les deux cas, le cœur des effectifs se situe entre 30 et 49 ans, mais les techniciens comptent davantage de moins de 30 ans. Si on regarde maintenant les niveaux de formation, la différence est très nette, hein. Chez les ingénieurs, le niveau est très homogène. Près de 90% ont un diplôme de l'enseignement supérieur. Chez les techniciens, le profil est plus diversifié. On est à 62,6%, 62,6% ont un diplôme du supérieur, mais une part non négligeable, hein, à un niveau bac ou un infrabac. Donc, on voit bien ici deux niveaux de qualification distincts, même si, s'ils évoluent dans les mêmes univers professionnels. Oups, je suis partie trop vite. Concernant les statuts, les deux métiers offrent globalement des emplois stables, mais avec des différences, hein. Chez les ingénieurs, la stabilité est très forte. Plus de 92% sont en CDI ou fonctionnaires. Et chez les techniciens, c'est aussi majoritaire, mais un peu moins. On est à 85,9% en CDI ou fonction publique. Et on observe aussi davantage de formes d'emploi plus flexibles chez les techniciens, hein, plus d'apprentis par exemple, et plus de CDD ou d'intérim. Voilà pour les chiffres de l'emploi. Enfin, Passons aux dynamiques maintenant de l'emploi. Les deux métiers sont en croissance, mais pas au même rythme, hein. On voit que les ingénieurs se distinguent clairement avec 41,6% d'emplois entre 2015 et 2021, contre 11,1% pour les techniciens. Dans les deux cas, ils travaillent majoritairement dans le secteur des services, mais on les retrouve, enfin 78,4 pour les ingénieurs et 78,2% des techniciens. Et les techniciens sont un peu plus présents dans le commerce et légèrement dans l'industrie également.
Si on regarde maintenant l'état du marché du travail et plus précisément les demandeurs d'emploi sur ces métiers, du côté des ingénieurs de l'informatique, on est à 1330 demandeurs d'emploi en 2025. Un niveau globalement stable, hein, avec moins 0,7% sur un an. Cela représente environ 0,5 de l'ensemble des demandeurs d'emploi normands. Le profil est évidemment très masculin, plus de 80% d'hommes, et on est majoritairement sur des personnes en milieu de carrière, hein, soit 25 à 49 ans. Autre point important, 44,4% sont inscrits depuis plus d'un an, donc une part non négligeable de chômage de longue durée. Du côté des techniciens de l'informatique, on est à 1180 demandeurs d'emploi avec une baisse plus marquée, soit moins 2,5% sur un an. Là aussi, 0,5% des demandeurs d'emploi, un profil encore plus masculin, puisqu'on a 90% d'hommes. Même constat sur l'âge, une majorité de 25 à 49 ans et une situation assez proche sur la durée et 44,1% en chômage de longue durée. Euh, Concernant les offres d'emploi sur ces métiers, du côté des ingénieurs informatiques, on est à près de 4000 offres d'emploi diffusées en 2025. C'est en baisse par rapport à 2024, hein, moins 8,3%. Mais un point très important, on voit que plus de 80% des offres sont durables, c'est-à-dire en CDI ou en contrat de plus de 6 mois. Donc, on est clairement sur des emplois stables et qualifiés. Du côté des techniciens de maintenance, on était en 2025 à 3200 offres. Là aussi en baisse, hein, mais plus modérée, moins 4,8%. Et même constat sur la qualité des emplois, hein, près de 80% des offres sont durables. Concernant les besoins régionaux, euh, d'abord, côté ingénieur, on est en 2025 à 280 projets de recrutement en Normandie. Et ce qu'il faut retenir, c'est que plus de 1 sur 2 est jugé difficile, hein, 53,6% pour les ingénieurs et 62,5% pour les techniciens de l'informatique. En Seine-Maritime, alors des fortes tensions en Seine-Maritime, en tout cas pour les ingénieurs, où les besoins sont les plus élevés, et dans l'heure également, où tous les recrutements 100% des recrutements sont jugés difficiles. Côté technicien, la situation est plus tendue. On est à 240 projets de recrutement et près des 2 recrutements sur 3 est jugé difficile, hein, ce que je disais tout à l'heure. Et cette fois, la difficulté est vraiment généralisée, hein, dans tous les départements et avec des niveaux très élevés, hein, jusqu'à 100% dans l'Eure et dans l'Orne. Voilà ce que je peux vous dire rapidement eh bien, sur les chiffres. Donc, ce qu'il faut retenir, hein, c'est que ce sont des métiers bien en développement. On voit bien que les métiers de la donnée et de l'intelligence à travers de l'intelligence artificielle, pardon, à travers les ingénieurs et les techniciens d'informatique occupent une place importante en Normandie, avec une croissance marquée, notamment pour les ingénieurs. Ce sont des métiers majoritairement stables, avec une forte part de CDI, et des métiers présents dans tous les secteurs, en particulier les services. En parallèle, il y a un petit point de vigilance, enfin un petit, en tout cas un point de vigilance important. Les difficultés de recrutement sont fortes, voire très fortes, et y compris pour les techniciens où la tension est encore plus marquée, et cela malgré un certain nombre de demandeurs d'emploi et des offres toujours plus nombreuses. Voilà ce que je pouvais vous dire, en tout cas sur les chiffres concernant les métiers de la donnée et de l'IA. Alors, si vous voulez aller un peu plus loin, je vous invite à aller lire l'étude qui avait été réalisée par nous-mêmes, le Cariforef, qui est sortie en décembre 2024 sur les métiers de la donnée et de l'IA. Le Cariforef propose aussi un outil de veille en ligne sur les compétences numériques et l'IA. Voilà.
Merci beaucoup, Élise. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, des précisions à demander à Élise, soit sur le chat, soit en levant la main, comme d'habitude. Je vais repartager le document. On a commencé un petit peu donc à parler des métiers, voilà. Dans l'étude qu'Élise vient de citer, on a tous ces métiers-là qui sont cités. Et je vous mets un peu au défi de me dire quelle est la différence entre un data analyst et un data architecte et un data engineer. Hein. Je pense que voilà, on n'est pas forcément nombreux à savoir dire quelle est la différence entre ces métiers-là. Et donc c'est pour ça que nous, on a fait appel à Thibaut de Normandie Numérique pour qu'il vienne un petit peu nous éclairer sur les métiers précisément de l'IA et de la donnée. Je te passe la main, Thibaut. On va prendre uniquement 10 minutes pour justement balayer un petit peu les métiers piliers. Mais avant tout, faut pas oublier une chose, c'est qu'on vit une révolution. Et chaque révolution, en fait, elles ont toutes été plus créatrices de métiers que destructrices. Ça a été évoqué par Alexandra en introduction. À la différence avec cette révolution avec l'intelligence artificielle, c'est sa vitesse. Ça va extrêmement vite. Là, on pouvait prendre un siècle, 10 ans. Là, ça se passe en années. Et donc, il faut s'adapter très, très rapidement. Quand on regarde les 3 dernières révolutions, donc notamment la révolution industrielle, il y avait à l'époque énormément de cochers. Le métier de cocher a totalement disparu actuellement, c'est juste sporadique. Mais sauf quand on regarde le métier tel qu'il était à l'époque, c'est-à-dire transporter d'un point A à un point B des personnes ou des marchandises, et bien au final, dans le monde que l'on vit actuellement, il n'y a jamais eu autant de cochers. C'est juste que le nom du métier a changé. Donc il y en a énormément de conducteurs, de chauffeurs, de VTC, de tout ce que vous voulez. Bref, on n'a jamais autant transporté. C'est juste que le métier est resté le même, mais on l'a un petit peu fait évoluer dans sa sémantique. Quand on regarde la révolution liée à Internet, est arrivé le terme de webmaster, et ce terme-là, lui, a totalement disparu. Et ça, en fait, bah, on va le voir qu'il a été, il a évolué et je en présenterai tout à l'heure. Mais sur la révolution que l'on vit actuellement, avec la révolution de l'intelligence artificielle, bah, quels seront les métiers de demain? J'en sais rien et ça sert à rien de demander à une IA, elle n'en sait rien non plus. Donc on va faire un petit peu de spéculation et revenir un petit peu sur les bases. Il faut toujours savoir d'où on vient pour savoir où on veut aller. Et donc on va rester un petit peu sur les piliers. Donc sur les piliers des métiers du développement, logiciel ou application, on a toujours notre fameux développeur back-end qui est clairement un métier hérité du master de l'époque d'Internet. Le métier du développeur front-end, lui, c'est tout simplement de coder les interfaces. C'est-à-dire, il va mettre le bouton en haut à droite, la couleur, les menus, etc. Quand on regarde une application, ce n'est pas que du coloriage, ce n'est pas que des boutons, etc. Il faut une partie de logique. Et cette logique-là, ce n'est pas le développeur front-end qui va le faire, c'est son camarade, le développeur back-end. Le back-end, pour vous dire, c'est tout simplement une partie que personne n'a envie de mettre les doigts dedans. C'est souvent moche, c'est de l'architecture, c'est de la logique, c'est de la base de données et c'est des API. Et c'est grâce justement en mettant en place des API que l'interface que vous avez peut discuter avec une base de données. Et donc en fait là déjà, à partir du webmaster, on a eu en fait 2 métiers qui ont émergé. Et alors qu'aujourd'hui, on a aussi les développeurs full stack qui sont capables de mener les deux. Il y a une chose qui est assez importante quand on regarde cette famille de devs, tu peux afficher s'il te plaît Alexandra, cette famille de devs en fait ce sont des profils très techniques, mais ils fonctionnent de la même manière. C'est juste que certains ont choisi certains embranchements, plutôt le côté design, ce qui est présenté à l'utilisateur, d'autres ce qui n'a pas été la partie la plus logique, le back-end. Mais ils ont les mêmes outils, ils travaillent de la même manière, c'est juste que chacun se répartit le travail. Et il y a une partie aujourd'hui qui est devenue vraiment essentielle, c'est aussi tout ce qui est la partie expérience. L'interface, comment elle est faite, il faut qu'elle soit ergonomique, il faut qu'elle soit jolie, il faut qu'elle soit pratique. Et ça, c'est pas un métier technique. C'est avec un métier avec un profil plutôt de créatif qui va être utile, comme l'UI, UX designer. UI, c'est pour l'interface, UX, c'est pour l'expérience. Et ces personnes-là ne vont pas utiliser du tout les mêmes outils, ils ne font pas du code, ils sont vraiment là pour faire du dessin, du graphisme. Et c'est ce travail-là qui est transmis après
aux parties techniques, le front-end développeur notamment, mais qui doit travailler avec le reste de ses collègues, le développeur back-end ou un full stack. Mais il ne faut pas oublier que vraiment les métiers aujourd'hui, ils ont des grands points communs, mais on a été obligé de les segmenter. Si vous regardez ce que j'ai mis dans les petits encadrés, ben en fait, on va parler de développeurs front-end spécialisés en X ou Y technologie. Technologie React, Vue.js. Plus on avance, plus les révolutions montrent que les métiers deviennent de plus en plus ciblés et de moins en moins généralistes. Et c'est un peu la tendance qu'on a actuellement. Ces métiers-là, en fait, aujourd'hui, ben, on va passer à la prochaine catégorie qui va être les métiers de l'observation. Les métiers de l'observation, eux, leur objectif, c'est comment faire en sorte que l'application fonctionne. Voilà, que ça scale, qu'on passe de 10 utilisateurs à 100, à 1000, et que l'infrastructure ne tombe pas. Initialement, on avait ce qu'on appelle le DevOps, le développeur qui observe. Lui, il était là pour automatiser le déploiement, faire en sorte que ça avance, que l'infrastructure, donc les serveurs, tiennent. Depuis les 40 dernières années est arrivé le MLOps, pour Machine Learning Ops. Donc, en fait, on en rejoint toutes les technologies liées à de l'intelligence artificielle. Mais avec cette révolution IA qui est apparue avec la technologie de l'IA générative, et ben, est donc apparu un nouveau métier qui est le LLM Ops. Le LLM, c'est pour Large Language Model, qui est la technologie sous-jacente aux nouvelles intelligences artificielles. Et donc, on a créé déjà un nouveau métier pour être capable de monitorer toutes ces IA-là, de pouvoir les améliorer, les modifier et autres. Et là, il n'y a pas besoin, c'est beaucoup d'algorithmique. Donc, on est vraiment sur une famille qui va s'occuper énormément de l'infrastructure, de la fiabilité de la donnée. Et ils ont des points communs néanmoins, c'est qu'ils utilisent globalement les mêmes outils. Mais après, encore une fois, il y a une spécialisation. Un MLOps va donc utiliser certains outils dédiés au machine learning, alors qu'un LLMOps va utiliser d'autres technologies dédiées au LLM, donc aux IA génératives. Mais je ne vais pas m'arrêter qu'à ces métiers du Ops, on va passer bien sûr aux métiers de la data, parce que tous les métiers cités produisent et génèrent énormément de données. Premièrement, le data analyst. Alors, c'est pas très compliqué, le data analyst, en fait, c'est la personne qui va être le plus proche de l'équipe. Lui, il est proche de la data et des équipes. Son objectif, c'est prendre une donnée qui existe au sein d'une structure, d'un projet, de la transformer en indicateur, en tableau de bord. Et il faut que cette donnée, en fait, soit exploitable et exploitée par la suite. Donc, il doit très très bien comprendre les enjeux de ses collègues qui ne sont pas techniques pour en faire quelque chose, pour venir valoriser sa data. Un data analyst, lui, le data scientist, pardon, lui, bah, son rôle, c'est de concevoir un modèle, des algorithmes d'intelligence artificielle ou pas. Eux, ils vont vraiment prendre les données existantes et venir faire en sorte de prédire, de recommander ou d'automatiser des flux à partir de données existantes. Donc c'est très différent. Eux, ils sont vraiment là pour prédire. Et c'est grâce aux data produites par un data ingénieur que les data scientists vont pouvoir travailler. Le data ingénieur, qui est le métier suivant, est en fait le métier le plus proche de la donnée. Son objectif au data ingénieur, lui, est de construire donc, les flux de données existants, de faire en sorte que les données soient fiables, propres, c'est-à-dire sans pollution, et surtout exploitables par le reste de ses collègues. Un data ingénieur qui fournit des données sales, ça va avoir des répercussions énormes sur le data scientist. Les modèles qu'il va développer, les data sources vont être mauvaises, pas de bonne data, pas d'IA. Et en fait, on va avoir une vision, une data visualisée par le data analyst qui va être en fait tronquée. Donc en fait, ça a des grosses répercussions. Donc là, on est vraiment sur les métiers qui sont sur du niveau Bac+5. Et je voulais quand même évoquer le métier de chercheur en IA. Et pour lui, je déclare qu'il utilise surtout sa tête et la bibliographie, hein, donc les connaissances générées par d'autres humains pour avancer. Son rôle du chercheur, lui, ça va être vraiment d'explorer l'état de l'art et de prototyper des nouvelles approches lorsqu'il y a des verrous technologiques. Ça paraît bizarre quand on n'est pas dans la tech, mais en fait, il y a certaines choses qu'on est incapable de faire aujourd'hui, euh, parce qu'en fait, il y a encore 3 ans, ce que l'on vit actuellement avec ChatGPT, c'était quand même très très compliqué.
Aujourd'hui, c'est devenu normal, pour un dev normal, en fait, d'intégrer de l'IA, ce qui n'était vraiment pas le cas il y a même encore 5 ans. Et c'était par contre déjà entre les mains des chercheurs. Donc les chercheurs, eux, voilà, cherchent, ils font des prototypes pour lever des verrous technologiques. Mais je voulais pas m'arrêter sur les métiers techniques, ça a été évoqué notamment tout à l'heure en introduction. Il y a quand même différents métiers. Les métiers liés au suivi de projet, qui font pas forcément intervenir des compétences techniques, qui sont aujourd'hui essentielles, notamment avec l'IA qui a fait intervenir énormément de nouvelles connaissances. Et on a tout le pan lié à la cybersécurité. J'ai lu une ressource, il y avait plus de 117 métiers liés à la cybersécurité et de l'IA. Donc je ne vais pas vous les lister, j'ai que 10 minutes. Mais en tout cas, vous voyez que vous pouvez reprendre tous les métiers que je vous ai présentés, vous ajoutez une dimension cyber, et en fait, vous pouvez avoir un nouveau métier qui émerge actuellement. Donc, en fait, cette révolution d'IA qui, soi-disant, détruit énormément de métiers, bah, rien que là, en 10 minutes, j'espère en tout cas vous avoir convaincu sur le fait qu'il y a beaucoup plus de métiers qui ont déjà été créés grâce à cette révolution. Mais bon, qu'en est-il des métiers de demain? Est-ce qu'on parle, vous avez vu, je ne vous ai pas parlé du développeur IA. Bah parce que pour moi aujourd'hui, quand on regarde l'histoire, un développeur IA, ça n'a pas de sens. Un développeur IA, en fait, il doit être spécialisé. Ça fait des décennies que l'intelligence artificielle existe et on n'a jamais eu de développeur IA parce qu'en fait, on n'en a pas besoin. Par contre, des ingénieurs en intelligence artificielle avec une spécificité sur machine learning, LLM ou autre IA agentique, etc., ça a du sens. Donc aujourd'hui, le développeur IA, je pense que c'est un terme qui va certainement évoluer, peut-être même disparaître, mais pour devenir un métier beaucoup plus spécifique, du moins d'un point de vue sémantique, dans les annonces pour les recrutements. Et en plus de ça, ce que j'ai pu voir sur les annonces, c'est que certaines personnes recherchent des développeurs IA expérimentés. Je trouve ça fabuleux de rechercher un profil expérimenté sur un métier qui n'existait pas il y a 1 an. Mais bon, ils recherchent déjà des devs IA avec 5 ans d'expérience. Bonne chance. Je termine sur d'autres métiers qui ont évolué, qui sont apparus grâce à l'aspect réglementaire. Vous connaissez certainement le RGPD qui est là pour protéger les données personnelles. C'est rentré en vigueur en 2018 et depuis, il y a un métier qui a émergé, qui est le DPO, Data Personal Officer. Et ça ne m'étonnerait pas que pour l'IA, ce soit un petit peu pareil. Donc, il y a des nouveaux métiers qui émergent. On a notamment l'évolution réglementaire de l'IA Act, qui est au niveau européen. Et est-ce qu'il y aura demain une personne dans les entreprises qui sera référente du comportement d'une IA, de la partie gouvernance des data en complément d'un DPO? Ça ne m'étonnerait pas. Le IA Protection Officer, aujourd'hui, c'est juste un terme que j'ai inventé, hein, ça n'a pas de sens. Mais c'est plutôt pour voir un peu de prospective. Et ensuite, quand on regarde les besoins actuels que moi j'ai sur le terrain par rapport aux entreprises que je côtoie, c'est un besoin en intégrateur IA. C'est-à-dire pas un développeur, c'est une personne qui n'a pas besoin de savoir coder, mais qui maîtrise suffisamment les technologies pour pouvoir les faire en sorte que tout un système d'information puisse communiquer avec d'autres technologies. C'est vraiment ce que je vois sur le terrain actuellement, et je n'ai pas vu de formation là-dessus, mais on en parlera tout à l'heure. Je voulais terminer justement sur le métier de prompt ingénieur. Alors, prompt ingénieur, c'est celui qui est censé rédiger des prompts, donc des instructions aux intelligences artificielles génératives. Il y a un article qui est sorti qui annonçait des salaires à 300 000 dollars. Autant vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule offre d'emploi sur ce métier-là, parce qu'il n'existe pas. Le prompt engineering n'est pas devenu un métier, c'est devenu une compétence. Et si on remonte il y a encore 40 ans, 50 ans, à l'arrivée de Google, il y a eu énormément de formateurs, de sensibilisation à comment utiliser un moteur de recherche comme Google. Personne n'est devenu chercheur expert d'information sur Google, mais tout le monde a appris à l'utiliser. Et ben, je pense que nous vivons exactement la même chose avec l'intelligence artificielle. Il faut savoir l'utiliser. Ça va devenir une compétence normale. Personne n'indique sur un CV qu'il utilise Google parce que ça n'a pas de sens. Et dans le futur, bah, utiliser l'IA, ça deviendra tellement quelque chose de naturel que ce sera la même chose. Donc, mais il faut s'y pencher maintenant parce que le sujet évolue très très vite. Et donc, il faut continuer à se former tout seul, se faire accompagner. Il y a tout ce qu'il faut. Et pour ça, justement, bah, je crois que c'est Alexandra qui va pouvoir vous parler de la cartographie des formations.
Donc, je suis Thibaut Jacquet, je travaille au sein de Normandie Numérique et je m'occupe des conférences sur le sujet de l'IA, de la cyber et des ateliers IA aussi. Donc, si vous avez besoin, parce que j'ai pas été suffisamment clair, n'hésitez pas à me poser les questions ou à me contacter, vous avez mon adresse mail. Avec un plaisir. Un grand merci pour ce panorama des métiers. Je suis sûre qu'il doit y avoir des questions, donc surtout n'hésitez pas via le chat ou en levant la main. Pour l'instant, je n'en vois pas, mais surtout vous n'hésitez pas. Thibaut reste avec nous, donc vous pouvez lui poser des questions plus précises, plus détaillées si vous avez des questions sur les métiers qu'il vient d'évoquer. Comme tu le dis, Thibaut, maintenant, on va passer plutôt sur le volet formation et compétences. Très rapidement, on a évoqué beaucoup les compétences techniques, mais pas que. Donc, c'est évoqué effectivement dans l'étude présentée par Élise. Quel type de compétences on recherche? Ben, notamment des profils hybrides avec des gens qui maîtrisent l'IA, oui, mais aussi des spécificités sectorielles. Et puis voilà, des gens capables de nettoyer et d'organiser la donnée. Ça, tu l'as évoqué quand tu as évoqué les métiers de la donnée. Et puis, on l'a déjà évoqué un petit peu tout à l'heure, mais les compétences transversales, la gouvernance, c'est comment on gère l'IA, comment on la maîtrise, comment on en a un usage éthique. Donc, au-delà des compétences techniques, ces compétences-là deviennent de plus en plus importantes. L'esprit critique, effectivement, et je pense que Gunther va nous en parler aussi tout à l'heure. On a eu une question dans le chat tout à l'heure sur les formations de l'IA et de la data en Normandie. Alors, on a une cartographie qui a été créée par le Data Lab, qui est une cartographie des formations qui ont un module IA en Normandie. Donc là, j'ai cliqué sur le lien que vous allez avoir, et donc vous voyez que cette cartographie recense toutes les formations en Normandie qui ont des modules liés à l'IA. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément des formations spécialisées dans le numérique, il y a même des formations en géographie, en droit, en management, en STAPS. Je ne vais pas évidemment toutes vous les lister. Vous avez le lien, donc vous pourrez aller le consulter. Je vais vous donner juste un exemple. Je vais aller sur Le Havre, puisqu'on avait avec nous Alexandra, je pense qu'elle est toujours là. Je vais regarder sur Le Havre. Alors, Bien sûr. et là, et là, ça marche pas. C'est bien sûr. C'est pas volontaire, Alex, je te jure. Heureusement, c'est ton site, c'est pas le mien. Alors, c'est le site du Data Lab. Ah bah voilà, bravo. Ouais, c'est ça. Donc, j'y J'y retourne. Non, regarde, j'y c'est bon. retourne. C'est vache, c'est vache. Attends. Je clique sur Le Havre et je vois, tiens, regarde, École 42 Le Havre, Bac plus 5, RNCP niveau 7. Et donc là, on a un lien directement vers le site internet. Donc c'est le cas à chaque fois. La formation est recensée, on a son niveau, on peut filtrer par niveau de formation, par domaine, par nom de l'établissement, est-ce que c'est de l'alternance ou pas. Et après, on peut aller sur le site pour avoir toutes les infos. Donc je vous invite à aller consulter cette cartographie des formations. Euh, qui n'est pas exhaustive au métier IA et data, puisque c'est vraiment uniquement les formations qui intègrent des modules d'intelligence artificielle. Donc on est vraiment sur ce périmètre-là, mais ça peut déjà vous donner un certain nombre d'informations. Et on a effectivement un certain nombre d'écoles publiques, privées, à différents niveaux de formation. Donc je vous invite à aller le consulter. On va passer à la partie des témoignages. Et dans les témoignages que l'on va avoir, le premier témoignage, c'est celui de Marc Fromentin. Et Marc, justement, va nous évoquer le projet Normantia qui vise justement à ajouter des modules d'IA à des formations qui ne sont pas forcément des formations spécialisées. Et Marc va nous parler aussi des formations universitaires qui sont un exemple de formation en IA. Je te laisse la main, Marc. Merci, bonjour, bonjour à tous. Oui. Oui, dans un premier temps, peut-être expliquer donc, ce qu'est Normantia. Normantia, c'est une réponse à un AMI, c'est-à-dire un appel à manifestation d'intérêt de l'État. Juste donc, pour planter le décor, ça veut dire qu'au sommet de l'État, il y a quand même une prise de conscience des enjeux qui sont liés à l'IA, puisque dans le cadre de France 2030, donc comment ça se passe en AMI, c'est en gros l'État qui fait une sorte d'appel d'offres sur les établissements d'enseignement supérieur pour leur dire, écoutez, nous on veut pousser l'IA, qu'est-ce qui existe, faites-nous des propositions. Donc, dans ce cadre-là, il y a une réponse normande qui est née d'un consortium de 6 établissements. Donc, il y a nos collègues de l'Université de Caen, de l'Université du Havre, l'ENSI Caen, l'INSA à Rouen, l'ESIGELEC et nous, l'Université de Rouen, qui avons fourni une réponse en fait qui s'appelle Normantia. Donc, Normantia, ça veut dire Normandie, territoire, humanité, ingénierie et intelligence artificielle.
un bien grand mot, tout ça pour dire que sur un projet de 5 ans, nous sommes engagés autour d'une dizaine d'actions pour soutenir tout ce qui est lié à l'IA au niveau LMD. Donc voilà, ça, depuis les licences 1 jusqu'aux étudiants qui partent sur des doctorats. Et donc, c'est quelque chose qui est financé par l'ANR. Donc, l'ANR, c'est l'Agence nationale de la recherche qui gère le budget de l'État pour ce type de projet, donc qui reverse aux partenaires. Et nous sommes soutenus également par la région Normandie au niveau des 6 établissements. Je vais juste faire un focus sur 3 des actions principales que nous, on mène aujourd'hui à l'Université de Rouen. Donc, Spécialitia, donc tout ce qui a été évoqué un petit peu avant. Donc, vraiment des gens qui sont formés, dont le métier de demain, ce sera de l'IA pure et dure. Donc, pour répondre à la demande un petit peu des chiffres dont on a vu sur les slides précédents, en effet, il faut aujourd'hui augmenter les capacités des formations de ces jeunes pour que tout ne se passe pas à Paris et puis qu'on ait un maillage au niveau régional. Donc, ça passe tout bêtement par des augmentations de capacité d'accueil sur les formations universitaires, notamment la nôtre. Ça s'est passé ici au niveau du master sciences des données que je vais détailler un peu après sur du déploiement de l'alternance parce que l'université n'est pas forcément identifiée comme un centre de formation en alternance, mais ça se fait et on a écouté les professionnels du territoire pour savoir un petit peu quels étaient les besoins et parmi les besoins, il y avait ça, avoir des ressources ici sur le territoire disponibles à l'alternance sur des niveaux master. Et donc, ça passe de manière plus large par un mariage et une création d'un écosystème d'IA local. J'ai vu des têtes et des noms là que je connais. On se croise souvent un peu sur le territoire. Donc, voilà, c'est un petit monde, c'est encore petit. On entendait parler tout à l'heure que tout ce qui arrive sur Paris arrive après sur Rouen. Donc, on essaye en effet de ne pas rater ce fameux TGV, de tous monter dedans en même temps pour construire un peu à échelle locale des liens entre la formation et le monde professionnel. Une deuxième grande action qui est un petit peu moins présentée aujourd'hui, mais on fait dans le cadre de ce projet ce qu'on appelle de l'IA disciplinaire, c'est-à-dire qu'on vient mettre des briques d'IA petit à petit en fonction des appétences de certains départements, de certains enseignants, dans des formations qui n'en font pas. Pourquoi? Parce qu'en effet, comme ça a été dit un petit peu aussi avant, l'IA va impacter quand même beaucoup de monde à l'avenir. Donc, ce projet permet de financer la mise en place de briques d'IA dans des formations qui n'en font pas du tout. Donc là, en 2 ans, depuis que je suis arrivé sur ce projet, on a déjà passé sur 5 formations différentes. Donc, on a mis de l'IA dans le master énergie, chez nos collègues de chimie, en sciences de la matière, et puis à l'école d'ingénieurs de l'université qui est les ITEC, sur 2 formations, technologie du vivant et physique pour la santé. Il y a déjà nos collègues de STAPS qui en font, qui ont un parcours sur la data pour l'optimisation du jeu. Je ne parle pas de tous nos doctorants qui sont en co-tutelle avec l'université, avec le pôle santé pour tout ce qui est recherche médicale. Donc voilà, c'est vraiment aujourd'hui un peu partout et on voit bien qu'avec la mise en place de cette IA disciplinaire, ça a intéressé pas mal de collègues qui ne sont pas du tout issus de la science des données. La troisième grande action, c'est l'acculturation. On en a un petit peu moins parlé, je veux dire l'acculturation, pas au sens des collègues, mais au sens vraiment des étudiants. Tout à l'heure, j'ai entendu en effet que c'est beaucoup au niveau master, donc on essaye de pallier un peu à ça. Dès cette année, on a créé une nouvelle unité d'enseignement dès la L1. Donc c'est les étudiants fraîchement arrivés en campus de sciences et ingénierie auxquels on propose au choix, ils sont libres de l'apprendre pas, une UE d'enseignement qui s'appelle Introduction au fonctionnement de l'IA. Donc peu importe qu'ils soient en chimie, en biologie, en maths, etc. Ils peuvent s'y inscrire et puis ça va de l'histoire de l'IA, quelques usages et puis pour les amener un petit peu à voir quels peuvent être les débouchés là-dessus pour ceux qui souhaiteraient vraiment aller se spécialiser. Comme ça, dès leur arrivée la première année, ils savent un petit peu ce que c'est. Ça passe aussi l'acculturation par des dispositifs qui existent et qui permettent à nos collègues enseignants-chercheurs d'aller dans les lycées pour présenter leur métier, qu'est-ce qu'ils font, quelle est la partie enseignement dédiée à l'IA, quelle est la partie recherche dédiée à l'IA, avec des petits TP un peu pratiques pour qu'ils voient déjà, souvent c'est des étudiants plutôt qui font maths et NSI au lycée, voir un petit peu vers quoi ça peut amener déjà à leur échelle et que c'est pas l'IA, en effet, c'est pas que l'IA générative, surtout dans notre formation, c'est loin d'être que ça. Pour leur montrer un petit peu ce sur quoi ils peuvent se diriger après le lycée. Ça passe aussi, du coup, on a parlé j'ai mis une ligne là-dessus sur l'exposition destination à l'IA, parce que dès qu'il y a des choses sur le territoire et qu'on est sollicité, on essaye en effet de mettre en avant un petit peu les formations qui existent, notamment celle de Normantia. Et donc, il y a un encart, un moment dans l'exposition en cours à l'Actrium, sur laquelle Mathilde nous a gentiment sollicité, qui présente Normantia et un petit peu ses actions.
Voilà un petit peu pour le projet Normantia. Donc, je vais faire un petit focus sur le master de référence d'IA à l'Université de Rouen, qui est le master sciences de données, hein. Alexandra l'avait dit en préambule, la donnée, c'est l'essence, hein, de l'IA. Il n'y a pas d'IA s'il n'y a pas de données. Si elle n'est pas travaillée, si elle n'est pas triée proprement, enfin tout ce qui a été dit avant, c'est exactement ça. Donc aujourd'hui, ce master, il présente vraiment deux parcours, donc on a quand même une grosse base de tronc commun avec après des appétences en fonction des étudiants qui vont se spécialiser. Un parcours qui s'appelle A2IA, donc ça veut dire apprentissage automatique par l'intelligence artificielle. Comme son nom l'indique, ils ont une énorme dominante d'enseignement lié à l'apprentissage automatique. Donc, apprentissage automatique, deep learning pur et dur, mais aussi tout ce qui tourne autour de tout ça. Et puis un deuxième où ils font de l'IA, mais plus côté système intelligent, mobile et embarqué. Donc ces deux formations sont à la fois disponibles en initiale et en alternance. La fin effective du déploiement de l'alternance sera pour septembre 2026, ce qui veut dire que les étudiants peuvent faire leurs 2 années de master ou uniquement la deuxième en alternance. Alors, pour faire un petit peu simple pour les personnes qui visualisent pardon, un petit peu moins, le parcours A2IA aujourd'hui, son objectif, c'est de former donc plutôt des spécialistes de l'analyse et de l'ingénierie des données, donc un peu ce que Thibaut a très bien expliqué juste avant, donc des gens qui vont faire du ML, du deep learning, et puis qui vont être familiarisés sur les récentes techniques d'IA, ce qui veut dire que c'est un gros travail, en effet, de bibliographie de la part des enseignants-chercheurs, parce que ce qui est vrai aujourd'hui sera peut-être pas vrai pour le cours de l'année prochaine ou dans 2 ans. Donc, ils vont travailler sur du traitement du signal, de l'image, du texte, du graphe, du langage, etc. Donc, c'est un parcours qui amène aussi beaucoup après à la recherche, et c'est essentiellement de celui-ci que vont être issus les doctorants. Le deuxième parcours, donc sur le slide suivant, donc système intelligent mobile et embarqué, on forme plutôt des jeunes qui ont un profil plutôt d'ingénieur. Ou de spécialistes de l'IoT, de l'embarqué, des véhicules autonomes, voilà, donc des technologies plutôt un petit peu moins, entre guillemets, théoriques, même s'il y a énormément de théorie, mais voilà, c'est un petit peu plus tangible pour nous, on va dire, utilisateurs finaux. On voit ce que c'est une application qui embarque de l'IA, on voit ce que c'est un véhicule autonome. Donc c'est plutôt ce genre de profil qu'on va former sur ce deuxième parcours. Comment sont dispensés les enseignements aujourd'hui sur ce master? Ben, c'est essentiellement à 90% des enseignants-chercheurs du LITIS, donc c'est tous des enseignants qui ont un doctorat dans différents domaines de l'IA. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'IA, c'est pas uniquement génératif. Nous, on a des collègues qui sont là depuis 40 ans pour les plus anciens et qui ont déjà fait des thèses sur ce qui s'appelait pas exactement de l'IA aujourd'hui, parce que c'est le nom maintenant grand public. Mais tout ça pour dire qu'en effet, ça existe depuis très longtemps et donc c'est parfaitement maîtrisé ici. Et donc on a des enseignants globalement à la pointe sur tous les sujets sur lesquels les unités d'enseignement sont dispensées. Voilà, peut-être juste pour un peu rebondir plus que compléter ce qui a été dit, puisque tout a été dit sur les précédentes interventions, Alexandra, Thibaut, voilà, tout les panoramas des métiers. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est sur des métiers quand même relativement récents. Nous, ce qu'on constate sur les suivis d'alternance, sur les suivis de stage, c'est que ça y est, il y a quand même des noms de métiers qui commencent quand même un peu à se stabiliser, même s'ils ne sont pas toujours exactement les mêmes d'une entreprise à l'autre. Quand même, la première ligne, par exemple, data scientist, data ingénieur, data analyst, je ne vais pas revenir dessus parce que Thibaut a donné des définitions qui collent juste parfaitement à une tendance qu'on voit aujourd'hui avec une grosse demande, enfin, dernièrement en tout cas, un gros pic sur les data ingénieurs, parce que data scientists, il n'y en avait pas beaucoup, mais ils sont moins nombreux aussi que les data ingénieurs en termes de besoins pour les entreprises. Et du coup, on est arrivé là aujourd'hui à, pas un pic, mais en tout cas un nombre de data scientists suffisant globalement sur le marché, avec peut-être un peu plus de manque sur les data ingénieurs. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'offres qu'on ne voyait pas il y a encore quelques années sur ce profil-là. Et puis des chercheurs, des docteurs en IA, voilà. Donc Thibault l'a très bien expliqué, je trouve, donc c'est exactement ça. Et le deuxième parcours, donc voilà, amène sur des choses qui sont un petit peu plus tangibles pour nous, c'est-à-dire pas côté algo, mais plutôt vraiment côté usage. On voit bien hein, des gens qui vont travailler sur de l'ingénierie de système embarqué en temps réel, pour de la robotique industrielle, pour de la maintenance, pour des véhicules, pour tout le secteur de la mobilité. Voilà, donc pas mal d'IoT essentiellement aussi, et puis encore des métiers sur lesquels on n'a pas mis le doigt, mais dont des nouveaux noms qui risquent d'éclore sur les prochaines années.
Voilà un petit peu aujourd'hui les compétences et puis les débouchés sur lesquels amène très concrètement ce master. Et puis après, il faudrait se rapprocher des collègues des autres écoles du consortium pour leur spécialité à eux, mais on a ce qu'il faut sur le territoire, sans parler des écoles. Évidemment, des confrères qui sont pas dans le projet Normantia, je pense qu'il y a une belle cartographie. La Normandie est pas spécialement en retard sur les formations. On a en effet toujours ce point un petit peu compliqué avec Paris qui est proche, c'est-à-dire comment travailler ensemble sans qu'ils cannibalisent un petit peu notre offre. Mais bon, voilà, avec tous les métiers à venir, on va tous trouver notre place, je pense. Un grand merci Marc et je tiens à tous vous remercier. Le timing est incroyable. Gunther vient de nous rejoindre, je crois que j'ai vu passer Pixel Compétences. Gunther, est-ce que tu es bien avec nous pour nous Absolument, donner ton éclairage? Tu es professionnel de la data, on peut le dire. absolument. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, tout à fait. Et on Super. te voit, c'est Bonjour, parfait. bonjour à toutes et tous. Pardonnez-moi de ne pas avoir pu commencer avec vous, mais voilà, je me suis libéré pour pouvoir passer une dizaine de minutes avec vous et je vais essayer à mon tour de respecter le timing pour que Merci. les gens qui passent derrière moi respectent. Alors, sur le point sur lequel vous m'avez demandé de vous faire un petit retour d'expérience et sur ce que nous observons, nous, dans les différents comportements en entreprise, et pas seulement en entreprise, aussi dans des instances publiques. Et je rejoins tout à fait ce que Marc évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que des métiers qui, il y a encore 4-5 ans, n'intéressaient à peu près personne, aujourd'hui sont des métiers sur lesquels il y a de vraies attentes, mais je pense que c'est encore insuffisant, à mon sens. Mais ça, c'est ce qui promet de bonnes heures pour toi, Marc, et surtout pour tes étudiants. Je pense qu'aujourd'hui, des métiers qui sont en lien avec la data sont des métiers qui devraient être beaucoup plus développés et beaucoup plus présents. Si on est capable d'avoir des happiness managers dans des boîtes, il y a un monde où il va peut-être falloir commencer à s'interroger sur le fait d'avoir des gens qui gèrent la data. Pardon pour cette introduction un petit peu cavalière, mais je pense que c'est une réalité. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on voit, alors je reviendrai sur le point de la data en particulier, mais on voit déjà des comportements en entreprise sur les sujets relatifs à l'IA qui commencent à bouger. J'ai envie de dire enfin, notamment sur les attentes, c'est-à-dire que cette espèce de frénésie de dire il faut mettre de l'IA, il faut mettre de l'IA sans savoir réellement pourquoi, comment, dans quel budget, avec quelles équipes, ça commence à nous amener vers des sujets. Je vous invite à lire les quelques articles qui sont relatifs à ce qui s'est passé à la Société Générale, où ils sont partis en grande pompe. Aujourd'hui, ils commencent un petit peu à revenir sur ces sujets-là. Et pourquoi? Eh bien, notamment pour des raisons de data. Parce que la data, ça reste et ça restera toujours le cœur du réacteur sur les projets d'intelligence artificielle, que ce soit dans la formation ou dans la conception de ces outils-là. C'est indispensable d'avoir l'essence pour faire tourner le moteur. Il n'y a pas plus simple à comprendre. Vous ne mettriez pas de l'huile d'olive dans une Porsche. Et pourtant, aujourd'hui, lorsque on demande à travailler sur des sujets d'IA, très souvent, lorsque vous arrivez sur la discussion de la data, eh bien, ça devient complexe, puisqu'on a beaucoup de data, mais qui n'est pas particulièrement gérée, classée, ordonnée, et puis ni de référence sur ces sujets-là. Pourtant, aujourd'hui, on a ce besoin majeur d'avoir cette qualité sur la data, et notamment parce qu'aujourd'hui, l'automatisation qui nous permet de pouvoir déplacer la valeur des compétences humaines vers d'autres sujets fait que si on n'est pas en capacité d'avoir une data de qualité, eh bien c'est fichu. Alors, dire aujourd'hui que l'IA va remplacer des grands jobs, c'est vrai pour certains cas, il faut pas arrêter aussi de faire, de se voiler la face, mais c'est tout aussi vrai que le timbre a tué les pigeons voyageurs. Donc oui, il y aura des métiers qui vont mourir, mais surtout, et c'est peut-être là-dessus qu'il faut se pencher plus, il y aura des métiers qui vont et qui sont déjà en train d'évoluer, Euh, et notamment dans les formations, dans un CV.
arriver avec un CV sur lequel, que vous soyez assistante de direction ou directrice commerciale, si vous avez cette aptitude à comprendre comment fonctionne l'IA et à savoir gérer la data, ça va devenir très clairement une plus-value sur ces métiers. Ce qui fait qu'on a connu des périodes où nos grands-parents avaient un job, une vie. Là, désormais, on n'a plus un job, une vie, mais on a même dans la même carrière et dans le même job, qui va être démultiplié par le nombre de jobs que nous aurons dans nos vies, des évolutions. Et ça, il y a évidemment un rôle majeur là-dessus. Ce qui n'enlèvera en rien la capacité à conserver cet esprit critique, parce que il y a deux conjugaisons, il y a la qualité de la donnée et puis il y a son usage. Commençons déjà par traiter correctement la data, mais avoir une bonne data et ne pas avoir cette capacité à pouvoir la traiter nous renvoie aussi vers des paradoxes. Donc, la définition dans les métiers qui sont en train d'évoluer sera aussi cette capacité de traiter la donnée et de la différencier. Parce que là, très fréquemment, nous, ce qu'on observe en entreprise, c'est quand même que vous avez des gens qui vous disent: ah, mais de la donnée, on en a. Voilà, super. Mais on n'a personne qui soit un référent pour la traiter. Et c'est une méthode connue en droit, hein. Lorsqu'on vous demande des pièces à justifier, eh bien, il fut une époque où on ne les donnait pas et on tardait. Maintenant, on les donne, mais on les noie dans un volume d'informations tel que le temps que vous trouviez l'information qui vous a été donnée, eh bien, vous avez perdu un temps pas possible. C'est exactement ce que l'on vit aujourd'hui, nous, quand on a ces travaux sur la data qui viennent à nous. C'est-à-dire que où on a pas ou peu de données, où on en a énormément, sans que jamais personne ne les ait classés. Et dans les jobs, quels que soient les jobs, hein, parce que le marketing, et je fais bien la distinction entre le marketing et la communication, donc je ne parle pas de communication, je parle bien de marketing. Aujourd'hui, ça va boulever les lignes, et je promets des heures compliquées à certaines agences de marketing, si toutefois elles restent sur les positions qui étaient les leurs, à savoir de s'indexer sur leur capacité à avoir cette information-là, puisqu'aujourd'hui, ça va permettre aux entreprises et aussi aux institutions publiques de pouvoir être en capacité d'être de plus en plus autonomes et donc d'être de plus en plus exigeants sur les rendus qui seront faits, puisqu'ils auront la possibilité eux-mêmes de pouvoir traiter, identifier cette donnée. Je conclurai sur un point qui est un point d'observation. C'est-à-dire que, et ça rebondit sur ce que disait Marc tout à l'heure, des métiers comme data analyst aujourd'hui sont des métiers qui sont beaucoup plus sollicités. Mais au-delà de la spécialisation, parce qu'effectivement on aura besoin de ce type de profil-là, je pense que sans être un spécialiste de la data, il va falloir que à toutes les strates des organisations, les gens s'intéressent sur leurs données. Je reviendrai pas sur la notion de souveraineté, mais on pourrait en parler des heures. Mais avoir beaucoup de données et mettre ces données sur des serveurs qui ne sont pas souverains, ça a des incidences. Et ne pas avoir de politique de data, ça va en avoir de manière très directe. Voilà, je conclurai sur ce point-là. Et pour revenir sur la notion de métier, quels que soient les métiers qui aujourd'hui seront les nôtres, si on est appelé à travailler avec des outils d'intelligence artificielle, il va falloir avoir à minima de connaissances sur ce que sont la data, comment on la traite, et avoir en interne des politiques de traitement de la donnée. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai pas le droit? Et à quel niveau? Comment? Et les coûts que ça va engendrer, puisque quand on sait ce que coûte un token aujourd'hui et ce que coûtera un token demain, la volumétrie de données sera un indicateur majeur en termes d'impact économique. Voilà, je me tiens à ce propos-là. J'espère avoir été relativement clair et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Je te laisse, Capucine. Je crois que c'est toi derrière qui prend le relais. J'aime beaucoup ton album derrière. Ouais. Ceux qui Oui. l'aimaient reconnaîtront, Oui. la pochette de l'album, C'est étonnant, n'est-ce pas? n'est-ce pas? Merci Un à grand tous et merci, toutes. Gunther. Merci Je beaucoup. vous en prie. Merci à On, vous.
Merci beaucoup. Effectivement, on va donner la parole à Capucine. On reviendra sur cette question il faut des gens pour traiter la donnée, cette question de la masse de données, quelle politique on met derrière et comment on la traite, et notamment des outils et des ressources en région via le Data Lab et via Data Normandie. Voilà. Mais je te laisse, Capucine, effectivement, prendre la parole. Peut-être nous dire un ou deux mots sur ton parcours, qui n'est pas Oui, le parcours linéaire classique qu'on a en tête. Je fais des maths et ensuite je fais une école d'informatique. Je dis n'importe quoi. Mais Effectivement. voilà, on casse un peu les codes aussi. Vas-y, je te Oui, laisse merci expliquer. beaucoup Alexandra. Donc oui, je suis Capucine van der Kwelden, actuellement chef de projet marketing et formatrice IA chez Pixel Compétences, donc qui est un organisme de formation implanté à Rouen et 100% dédié à l'intelligence artificielle. Donc pour la petite subtilité, je travaille avec Gunder que vous avez vu précédemment, d'où la référence à l'album derrière moi. Donc en effet, moi, pour mon parcours, c'est un petit peu atypique. J'ai tout d'abord été à l'université pour suivre une licence de langue étrangère appliquée au commerce international. Puis par la suite, je me suis davantage orientée vers le marketing digital. J'ai tout d'abord suivi 2 ans de formation en développement web avec le CESI de Rouen, puis une année de chef de projet digital, du coup en bachelor. Donc voilà. J'ai au total 7 ans d'expérience en communication et marketing digital. J'ai notamment travaillé près de 5 ans en tant que consultante et cette expertise m'offre vraiment une vision d'ensemble des stratégies marketing des entreprises et de la manière dont l'intelligence artificielle permet d'atteindre leurs objectifs. Là, j'ai 10 minutes pour vous partager justement une chose très concrète. C'est comment je suis passée de la réticence à une utilisation maîtrisée de l'IA et surtout comment vos publics vont pouvoir aussi suivre et se former sans utopie pour gagner du temps en qualité et rester tout à fait responsable de tout ça. Donc moi, j'ai eu tout d'abord en agence marketing communication, j'ai eu des missions très classiques, de l'élaboration de stratégies à la rédaction, à la production social media sur les réseaux sociaux, également au plan d'action SEO, donc dédié au référencement naturel. Et c'est passé aussi par l'acquisition client, donc j'avais une casquette un petit peu 360. Et quand l'IA générative est arrivée dans notre vie, ma première réaction, ça a été vraiment la réticence, pas par rejet, mais par peur que ça dégrade la qualité, peur que ça uniformise un petit peu, peur de perdre la main, peur qu'on ait tous finalement la même démarche dans l'usage de l'IA et qu'il n'y ait plus vraiment de moyens de se différencier. Et puis très concrètement, c'est devenu une demande de mon supérieur lorsque j'étais en agence. Tu testes, tu vois si ça nous fait gagner du temps, etc. Donc je m'y suis mise. Au début, c'était assez maladroit. Et ensuite, j'ai compris le vrai sujet qui était derrière tout ça, c'est que l'IA, c'est pas un raccourci, c'est vraiment un outil de méthode. Quand on la pilote bien, le gain de temps, il est réel et considérable, et la rentabilité en agence devient rapidement visible. Et ça, c'est vraiment un point essentiel aux yeux de la direction des ressources humaines. Donc aujourd'hui, j'ai évolué avec cette nouvelle expérience de chef de projet et formatrice IA. Et mon quotidien, c'est d'aider des pros à choisir le bon outil pour la bonne tâche, tout en gardant le contrôle sur ce qui se passe. Ce que je retiens vraiment et ce que je souhaite également que vous puissiez retenir, c'est que l'IA ne va pas remplacer le métier, elle va accélérer le métier, si on a la méthode. Et c'est pourquoi je suis ravie de pouvoir, d'avoir pu intégrer il y a quelques mois les équipes de Pixel pour former justement les professionnels et leur permettre de gagner en productivité. À présent, je voudrais vous parler un petit peu plus de mes missions avec 3 exemples concrets. Sur la partie stratégie, notamment, l'IA va m'aider à faire un premier benchmark. Je vais pouvoir observer les tendances, analyser les concurrents, les différents éléments de langage, mais je reste vigilante parce que je me dis que c'est pas la vérité absolue. C'est une base de travail, mais c'est pas la vérité absolue. Ensuite, à moi de vérifier, de nuancer et de transformer en décision. Typiquement, je vais lui demander de cartographier 5 concurrents, quelles sont leurs promesses, leurs propositions de valeur, etc. Est-ce que moi, je vais pouvoir différencier? Et ensuite, je vais garder la main sur la recommandation que je vais pouvoir apporter. Deuxième mission, l'idée, c'est de se dire, OK, comment transformer cette stratégie en un plan d'action? Donc, l'IA va m'être utile pour proposer une roadmap, une feuille de route, avec des priorités, des jalons, un calendrier éditorial, etc. Et là encore, l'IA va me proposer et c'est moi qui vais trancher. L'IA, elle est très douée pour produire des options. Mon métier à moi, c'est de choisir quelles sont les bonnes options par rapport à mes besoins.
Et sur le plan, par exemple, de la rédaction web, si je dois vous présenter un dernier cas d'usage, et c'est souvent justement l'usage le plus visible, mais aussi le plus risqué si on pense que l'IA s'écrit tout seul. Pour moi, il faut vraiment voir l'IA comme un copilote. Elle va nous aider à structurer, à reformuler, à adapter un niveau de langage, à décliner des variantes, etc. Mais à la base, si votre brief est flou, le résultat sera flou. C'est un peu le même principe que si vous donniez des consignes de rédaction à votre stagiaire ou à votre alternant qui ne connaît que peu vos attentes, qui est en train de découvrir un métier, etc. Donc, globalement, pour clarifier mon brief, moi, je vais utiliser une méthode très simple de prompt qui va forcer à cadrer un petit peu tout ça. Donc, si je devais vous illustrer un petit peu la chose, ce serait de dire un petit peu dans mon prompt, bah voilà, tu es rédacteur web spécialisé en SEO, donc en référencement naturel. Tu dois concevoir une page qui explique le thème du référencement local pour travailler le mot-clé, par exemple, organisme de formation à Rouen ou organisme de formation en Normandie. Et après, je vais lui donner une description complète de ce que j'attends, tout ce que l'IA va devoir savoir pour m'aider au mieux. Et plus il y aura de détails, forcément, mieux ce sera. Et puis à la fin, je lui fournis un exemple du résultat attendu. Et là, j'obtiens vraiment quelque chose de pilotable au quotidien. Un peu plus de précision pour savoir auprès de quel public moi j'interviens. Donc aujourd'hui, je vais former des professionnels qui sont très variés. Ça va être des salariés d'entreprises privées, des professionnels d'organisations publiques, mais il y a aussi également des apprenants alternants en formation. Et un point qui revient tout le temps, c'est de se dire que, OK, il faut vraiment adapter l'usage de l'IA aux contraintes du terrain en prenant en compte justement les frictions de métier. Et nous, ce qu'on remarque vraiment très souvent en tant qu'organisme de formation, c'est oui, la demande a explosé, mais on est sur une demande qui est très spécifique. Les pros, ils viennent pas seulement chercher une formation IA au sens large, ils viennent vraiment chercher des réponses à des irritants concrets. Ce qu'on entendra le plus souvent, c'est je perds trop de temps sur la préparation, sur l'organisation, la planification. Je veux améliorer la qualité sans y passer des heures. Je veux savoir quoi autoriser, interdire. Et je veux une formation, une méthode et pas une formation sur étagère, si je puis dire. Et c'est là le point clé, c'est de se dire que, OK, on ne peut pas promettre que l'IA va ranger la chambre quand la chambre elle est en bazar. C'est le lien justement avec toute la partie data. Quand il y a beaucoup de data, bah, il faut savoir pouvoir organiser et classer tout ça, parce que si c'est le bazar, et ben, ce sera le flou derrière. Et si l'organisation, les objectifs et les process sont pas clairs, bah, l'IA va simplement amplifier le flou. Donc en fait, on va former à la fois aux usages et à la méthodologie, on va cadrer, vérifier, documenter et expliquer qu'il faut toujours garder le contrôle sur tout ça. Un autre point sur lequel je voulais vous parler et vous évoquer, c'est que je suis aussi impliquée dans Normandie AI, qui est une association portée par des membres bénévoles. Et du coup, c'est les Journées normandes des intelligences artificielles responsables. On organise chaque année une conférence, enfin une journée avec des conférences autour de l'IA, du numérique, etc. Et des événements, également des événements en périphérie. Et l'idée justement de cette association-là, c'est de contribuer à diffuser une culture IA en Normandie, en sensibilisant, en partageant des retours de terrain et en connectant les besoins des pros. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire circuler les bonnes pratiques et les bons repères en affirmant que l'IA va pouvoir devenir un levier de transformation et pas un sujet intimidant. Donc, si je résume en une phrase un petit peu mon métier et ce que j'ai pu observer dans mon quotidien, c'est que l'IA devient vraiment un avantage compétitif, comme l'a souligné d'autres intervenants avant moi. Et ça devient vraiment un avantage compétitif quand on a une méthode, quand on choisit les bons outils et quand on garde la responsabilité humaine. Merci beaucoup, Capucine. Surtout, n'hésitez pas. Pour l'instant, il n'y a pas eu de questions. Je suis assez étonnée. Je suis sûre qu'il y en a. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou bien à lever la main. Il nous reste une dizaine de minutes. Et dans cette dizaine de minutes, on va vous parler d'outils, de ressources qui sont à votre disposition. Et Mathilde Petovari a gentiment accepté d'intervenir sur ce webinaire. Et Mathilde, tu vas nous parler de l'exposition Destination IA. C'est ça. Merci Alexandra. Donc je suis Mathilde Petovari, la directrice adjointe de Sciences Action Normandie, qui est un centre de sciences dédié à la promotion de la culture scientifique dans toute la Normandie.
Et depuis le 12 février dernier, nous présentons une exposition dédiée à l'intelligence artificielle au sein de l'Atrium, qui est un bâtiment de la région Normandie situé sur le boulevard de l'Europe, rive gauche à Rouen. Et vous allez pouvoir avoir un aperçu de l'exposition à travers le teaser qui est juste après. Et je pourrais vous en dire quelques mots après. Alors, normalement, j'ai partagé le son. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'Atrium. Voilà. Voilà, donc c'est un peu un pas de côté par rapport aux présentations qui ont été juste avant présentées. L'exposition, c'est donc un parcours de visite qui est adapté à tous les publics. On accueille aussi bien des groupes d'adultes que des groupes scolaires. C'est une exposition qui est immersive, comme vous avez pu le voir, divisée en deux parties. Une première partie qui s'appelle Connecté en Normandie, qui a été conçue par Science Action avec la participation de 70 acteurs de la recherche et de l'enseignement supérieur et de l'industrie en Normandie. Donc ça peut être des entreprises comme Sanofi, c'est l'agence de l'orientation, c'est la Chambre de l'agriculture, par exemple. Et c'est avec eux qu'on a pu identifier différentes filières dans lesquelles le numérique et l'intelligence artificielle ont profondément changé les métiers, les pratiques professionnelles. Et on va le montrer dans cette expo à travers notamment des dispositifs interactifs où on propose au public d'être vraiment acteur de leur découverte. Et donc, vous allez pouvoir y découvrir le secteur de l'agriculture, de l'industrie, de la santé, de la mobilité, de la cybersécurité ou encore du patrimoine. Et avec l'agence de l'orientation, on a positionné au sein de ce parcours des îlots dédiés aux métiers où le visiteur va pouvoir, à travers une découverte du geste métier, découvrir différentes filières du numérique, IA et data, la cybersécurité, etc., etc. Et on propose également une offre couplée avec l'agence de l'orientation visant vraiment à orienter les publics vers cette filière. La deuxième partie de l'exposition, elle présente une exposition qui vient de la Cité des Sciences de Paris et du Quai des Savoirs de Toulouse, qui s'appelle IA Double Jeu et qui va permettre de déconstruire un peu les idées reçues autour de l'intelligence artificielle et de mieux comprendre comment elle fonctionne et ce qu'elle implique dans la société, en mettant à la fois en évidence que ce n'est pas une technologie qui est nouvelle, qui a un historique, que l'intelligence artificielle n'est pas arrivée avec OpenAI, par exemple, en montrant également toute la dualité qu'on pourrait porter à l'intelligence artificielle entre le matériel, l'immatériel, ceux qui rejettent l'intelligence artificielle ou ceux qui y adhèrent totalement, en apportant vraiment un discours de nuance. Par exemple, sur le monde du travail, on va donner la parole à des professionnels qui vont expliquer comment l'intelligence artificielle a modifié leur rapport à leur pratique pro. On va avoir un questionnaire où les visiteurs vont pouvoir répondre à un quiz pour savoir comment leurs missions peuvent être remplacées ou peuvent évoluer avec l'intelligence artificielle. On va parler de l'impact environnemental de l'intelligence artificielle pour montrer que pour construire des terminaux, ça nécessite par exemple des ressources, des matériaux très rares, que ça nécessite beaucoup d'eau et d'énergie, mais qu'en même temps, l'intelligence artificielle, c'est un formidable outil pour les chercheurs pour prédire le changement climatique. Voilà, tout ça pour vous expliquer que c'est vraiment une exposition qui se situe dans la nuance et qui essaie d'éclairer en fait les visiteurs pour qu'ils puissent se forger leur propre
avis sur ce sujet. Donc l'exposition, elle est ouverte 7 jours sur 7 à l'Atrium. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour venir la visiter, la découvrir en groupe ou en individuel. Merci beaucoup. Ça nous paraissait essentiel quand même d'évoquer cette exposition, hein, d'autant plus, Mathilde, tu l'évoquais, que l'Agence de l'orientation y a contribué sur les volets découverte des métiers, mais aussi avec une partie qui fait le lien entre énergie et IA, hein, qui permet de découvrir comment l'énergie nucléaire alimente l'intelligence artificielle. Donc, on vous invite à y venir. Dans les autres outils, vous connaissez peut-être les guides de l'Agence de l'orientation. On en a déjà produit un sur la cybersécurité. Donc, dans nos guides, on recense les formations normandes et puis on fait un point sur les métiers, hein, un petit peu comme Thibaut l'a fait précédemment. En préparation, nous avons, Agence de l'orientation, un guide dédié aux métiers de l'IA et de la donnée qui est dans les tuyaux, qui est en préparation, qui va solliciter un certain nombre des intervenants d'aujourd'hui pour voir le jour et qui devrait être prêt pour le premier trimestre 2027. Donc il faut patienter encore quelques mois, mais effectivement, c'était important de pouvoir produire un guide qui reprenne un petit peu tout ce qu'on vient d'évoquer et qui vous permette de pouvoir guider vos publics vers ces métiers-là. On a des outils grand public, hein, également, avec un escape game pour découvrir le métier de développeur, avec un document qui vous présente un peu les bases de l'intelligence artificielle. Donc surtout, n'hésitez pas à aller sur le site Destination Métier où vous pourrez retrouver ces informations-là. Dans la suite des diapositives que vous allez recevoir, vous avez une boîte à outils. Donc évidemment, je ne vais pas vous en faire la lecture, ça n'aurait aucun sens, mais vous allez y retrouver notamment le lien vers l'étude de l'OPCO Atlas qu'on vous a cité. Vous allez retrouver un lien vers l'OPIEC, hein, avec des fiches métiers et puis des études sectorielles sur l'IA. Vous allez retrouver l'étude du Carrefour-F de Normandie également. Et puis, vous avez ici les liens vers le Data Lab Normandie et Data Normandie. Tout à l'heure, Gunther évoquait la nécessité d'avoir des données bien gérées, propres, pour pouvoir en faire un bon usage. Il ne suffit pas d'avoir des données un petit peu brutes. Non, il faut savoir les traiter, il faut avoir des gens pour les traiter. Et si vous n'avez pas de ressources propres, eh bien, le Data Lab Normandie et Data Normandie peut vous y accompagner. Il y a quelques slides sur le Data Lab que vous retrouverez sur cette présentation, hein, pour vous expliquer qui ils sont et ce qu'ils font. C'est un consortium, hein, qui allie la région, l'INSA, et puis le client, hein, donc, qui permet d'héberger, hein, et de traiter des données. Ils peuvent notamment proposer des actions d'acculturation à la donnée et d'accompagnement de projets. Ils peuvent faire intervenir notamment des experts qui vous aident à analyser vos besoins et puis à définir les étapes concernant vos projets autour des données. Donc, des experts existent en Normandie et peuvent être sollicités pour vous aider, pour vous accompagner sur ce volet-là. On a fait le tour de ce qu'on voulait vous dire. Moi, je voulais remercier les intervenants parce que vous avez été efficaces et extrêmement clairs dans vos propos. Et je pense que c'était nécessaire pour un tel sujet. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de questions pour l'instant, ou en tout cas, les questions ont trouvé une réponse, hein. Je vois, Capucine, que tu as répondu sur Normandie AI. Oui. Il y a eu des questions sur les supports, bien sûr, qui vous seront diffusés. Je ne vois pas du tout d'autres questions pour l'instant. C'est le moment. Si quelqu'un a la question clé, le sujet qu'on n'a pas abordé et que tout le monde brûle d'aborder, surtout n'hésitez pas. C'était vraiment un aperçu très rapide, très transverse, mais en tout cas, ça nous paraissait important de vous outiller et de faire intervenir tous ces experts pour vous donner des bases, on va dire. En fonction de vos retours, on pourrait éventuellement envisager de refaire des sessions peut-être dédiées à certains métiers. Est-ce que parmi les intervenants, il y a un mot de la fin ou vous avez tout dit? Vous avez tout dit.
Et je pense que si pas de réponse, c'est que tout a été évoqué. Bon, bah, c'est parfait. Tu as dit 10 Bah, minutes et tu débordes pas. Donc, du coup, 10 minutes et on déborde pas. Hein. Vous êtes parfait, il est midi, c'est inespéré, ça n'arrive jamais. Écoutez, vous êtes incroyables. Voilà, les acteurs de l'IA et de la donnée, voilà, sont comme ça, sont efficaces. Un grand merci à vous, surtout si parmi les participants, il y a des questions qui viennent plus tard, demain, mais n'hésitez pas, je ferai le point d'entrée et je redispatcherai vos questions, bien évidemment, à nos intervenants. Vous allez recevoir le replay, vous allez recevoir le support et on reste à votre écoute pour toute question sur le sujet. Un grand merci à tous. Merci, bonne journée et bon appétit. Au Merci à revoir. tous, très bonne journée. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci, au revoir.